Bonjour à tous. On va continuer avec cette troisième table ronde de la matinée, la dernière, avant de poursuivre cet après-midi avec donc les modèles économiques du livre audio dans les pays du Nord. Je suis donc Isabelle Contreras, journaliste à Livre Hebdo, et je suis très bien accompagnée aujourd'hui par Sandra Felto, qui est donc cofondatrice de NARA au Québec. À côté d'elle, on a la directrice générale de Nextory, Hélène Mérillon, et donc à ma gauche, on retrouve Anne-Sophie Stanley. Je suis très mauvaise moi en prononciation des noms, voilà. Directrice opérationnelle de YouScribe. Alors j'aimerais qu'on commence déjà par Sandra Felto qui est venue depuis le Québec pour nous présenter NARA. NARA, Sandra qui est née il y a peu, c'est-à-dire en octobre-novembre 2022, et que vous avez donc créé avec une associée. Vous étiez dans les droits. Racontez-nous cette association avec votre collègue qui était elle plutôt dans la post-production de musique. Comment cette idée a-t-elle surgi chez vous? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas, je ne pense pas. Ah voilà, là, je pense que c'est bon. Généralement, c'est bon. Bonjour, donc oui, NARA est née en fait il y a 3 ans, mais bâtir une plateforme de zéro, c'est long. C'est un travail qui prend du temps, donc la plateforme a été lancée il y a 6 mois. Moi, comme le disait Isabelle, je suis issue de l'édition traditionnelle, donc j'ai été responsable des droits pendant plusieurs années pour un groupe d'édition québécois. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à travailler avec le livre audio sous la forme de sessions de droit, avec soit des plateformes comme Audible qui s'est installée sur le marché en 2017 au Canada, mais aussi avec la Société d'État Radio-Canada, en fait, qui a commencé à faire du livre audio. Donc, c'est vraiment sous la forme de licence. Et il y a aussi, en fait, le gouvernement fédéral, donc le gouvernement du Canada, à travers son programme pour financer la production d'œuvres accessibles, donc l'accessibilité. Le livre audio a été financé à travers les 4 dernières années. Et la production de livres audio était remboursée par le gouvernement à hauteur de 75% des productions. Donc, c'est vraiment ça qui a... ça va drôle. Mais oui, donc c'est réellement intéressant. C'est très intéressant, puis c'est ce qui a convaincu les éditeurs à commencer. Et même, certains éditeurs étaient réticents à embarquer dans l'aventure parce que ça demande quand même un investissement dans un marché qui commence à peine. Et donc, mais en même temps, l'offre devait se développer, ce qui a été fait. Et moi, à la maison d'édition où je travaillais, il y a un Studio Bouddha qui nous a approché, donc ma future collègue, Joanie, pour faire de la production de livres audio. Et c'est là que j'ai commencé en fait à travailler dans la production de livres audio directement. Puis personnellement aussi, je suis une grande audio-lectrice. J'ai découvert le livre audio d'abord en anglais. Ça a été super utile parce que je me promenais beaucoup dans les foires internationales, je parlais beaucoup en anglais, puis le livre audio m'a aidé à développer mon vocabulaire aussi. Donc, je peux vraiment voir le potentiel quand on apprend une nouvelle langue, par exemple, du livre audio, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai, à la fois par intérêt personnel et parce que c'est excitant de voir un marché qui commence tout juste à se développer. J'ai quitté mon emploi pour me lancer à fond dans le livre audio et donc on a décidé de bâtir ce projet-là pour justement obtenir du financement. Et pendant qu'on était en attente de ce financement, ça a finalement été le cas, là, donc on a réussi à avoir du financement assez important à la fois du Québec et du Canada pour lancer NARA. Mais pendant ces 2 années-là, finalement, avec ma collègue Joanie, on a produit pour les éditeurs québécois à peu près une centaine de livres audio ensemble. Donc, il y a l'expérience de l'édition, l'expérience de la production qui, mis ensemble, a créé cette plateforme NARA qui est, j'en dirai plus ensuite. Pour Hélène comme pour Anne-Sophie, on est plutôt parti des e-books et de la lecture streaming
pour ensuite avancer vers le livre audio. Hélène, vous étiez chez Ubox qui a donc été racheté par Nextory, et là vous êtes plongé dans une autre culture également du Nord, la culture suédoise. On le sait bien, les pays scandinaves, ils ont toujours été très pro livre audio. Ça a bien mieux marché, plus vite chez eux que chez nous. En tout cas, ça a mis moins de temps. Comment se sont passés ces premiers mois et cette arrivée de cette culture, vous en venant de la France en plus, comment avez-vous pu marier cette culture-là? Oui, alors c'est assez passionnant parce que j'ai démarré moi il y a un peu plus de 10 ans. Je suis la fondatrice de Ubooks, en effet, qui était en fait un pionnier de la lecture en streaming en France, mais aussi en Europe, puisqu'à l'époque il y avait 24 symboles, nous. Et on a développé ce nouveau modèle d'accès à la lecture avec tout simplement un sens qui était très, très fort, qui était de rendre la lecture plus accessible, et notamment les jeunes générations qui n'ont pas forcément des budgets extensibles, de pouvoir proposer en fait un accès alors d'abord aux e-books, et puis on a assez rapidement également inclus des audiobooks en fait, dès que ça a commencé à se développer. Nous on avait comme conviction que les smartphones et les tablettes allaient permettre en fait d'augmenter le temps qu'on pouvait passer à lire. Et je crois que les audiobooks, comme tu l'as très bien dit, ça transforme encore plus l'expérience de lecture, dans le sens où on peut en effet faire plein de choses en même temps qu'on écoute un livre. Moi je marche énormément, je me déplace quasiment qu'en marchant, je suis bien en train quand même aujourd'hui, donc je marche environ 1h30, 2 heures par jour, et ça me permet évidemment de lire énormément de livres. Donc l'histoire de Ubooks, ça a été en effet, on s'est rapproché du groupe Nextory, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Je suis donc la dirigeante de Nextory France, Ubooks est devenu Nextory France, et j'ai également pris des fonctions globales. Maintenant, je m'occupe en fait du contenu et des éditeurs pour les 10 marchés sur lesquels on est présent, donc, avec une nouvelle ambition. Qui est passionnante. Ce qui a été marquant lorsque on s'est rapproché de Nextory, c'est de voir à quel point les marchés scandinaves s'étaient développés à une vitesse incroyable en termes de pénétration de la lecture numérique et notamment audio. Donc il faut savoir qu'en Suède, on a 62% des livres qui sont lus en numérique, et 90% ce sont des livres audio. Donc vraiment l'ancrage de l'usage et de la lecture audio dans les pays scandinaves est vraiment beaucoup plus avancé. Alors, ça prend racine dans évidemment des différences très importantes en termes de... c'est pas du tout la même industrie, c'est un marché qui est plus petit, évidemment. C'est aussi pour ça qu'ils s'intéressaient au marché français, qui est une des plus grandes industries du livre, et aussi à la position qu'on avait prise avec Ubooks, puisqu'on a, en tant que pionnier, on a adapté la loi du prix unique du livre au modèle de streaming. On a toujours travaillé main dans la main avec nos éditeurs partenaires. C'est très important, ça fait partie de la philosophie aussi très forte chez Nextory, qui est de travailler sur des modèles économiques qui sont durables, c'est-à-dire équilibrés entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Et c'est ça qui a fait notre succès, c'est-à-dire le fait de pouvoir trouver un modèle économique qui permette à chacun de se développer correctement. C'était très important pour nous, et c'est aussi la philosophie de Nextory. C'est comme ça qu'ils se sont développés très rapidement aussi dans les pays du Nord. Donc, en fait, maintenant, tout est ouvert, c'est passionnant de pouvoir profiter de cette expérience sur des marchés qui sont beaucoup plus mûrs en termes d'usage et de modèle économique, et de pouvoir s'appuyer là-dessus pour se développer également sur le marché français, en Europe, sur les grands marchés européens, dont certains sont moins avancés dans l'usage. On va tout de suite parler de la spécificité de Nextory avec son fameux forfait horaire, mais avant je vais passer la parole à Anne-Sophie
pour qu'elle nous parle justement de cette aventure YouScript, donc, qui a été fondée en 2011, mais il y a eu un tournant, on va dire, en 2017, qui vous a plutôt poussé à aller vers un autre marché. Donc c'est très intéressant de l'accueillir dans cette table ronde, puisqu'en fait YouScript est implanté en France, mais aujourd'hui est très bien implanté aussi en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et donc j'aimerais juste savoir comment vous est venue cette idée de vous exporter, on va dire, aussi vite, quoi. Tout à fait. Je fais un peu le pont entre la table ronde précédente et celle-ci, qui est donc une société fondée en France, mais qui a la particularité d'avoir 95% de son lectorat basé sur le continent africain. Aujourd'hui, YouScript est une bibliothèque numérique, donc on retrouve tout à fait les éléments qui ont fait l'histoire et qui font toujours l'histoire de YouBooks Next Story. Mais depuis 2017 et ensuite 2019, on a pivoté, comme c'est souvent le cas dans le monde des startups, pour se focaliser sur un marché où justement, on en a beaucoup parlé ce matin, il y a des enjeux d'accessibilité, des enjeux de distribution du livre, des enjeux de tarifs, des enjeux de manière globale d'accès à la lecture et donc à l'éducation. Et l'histoire de YouScript, pourquoi YouScript sur le continent africain, a été l'histoire d'une rencontre. On a été invité en 2017 à l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre, qui a été un événement porté par l'UNESCO et qui a été du coup un moment dédié à l'édition mondiale, mais surtout à l'édition africaine. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rendu compte que finalement un modèle comme YouScript, qui marie numérique, lecture, streaming, permet de répondre à des enjeux concrets qui sont ceux de Conakry, mais qui sont également ceux d'Accra, puisque du coup Ama parlait tout à l'heure des 10 librairies à Accra. Il n'y en a pas plus de 15 pour l'intégralité de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez un peu 15 librairies pour un pays francophone, avec une population très jeune, avec une population qui a envie d'apprendre, avec une population surtout qui a des smartphones et qui a des cartes SIM, et parfois plus de cartes SIM que d'habitants, ce qui nous paraît, nous, peut-être un peu étonnant. Et donc, c'est vraiment ce moment-là qui a cristallisé notre volonté d'apporter, grâce à YouScript, cette réponse à ce problème de diffusion. La contrainte a été, on l'a évoqué ce matin aussi, la problématique du prix et du moyen de paiement. Une fois posé le fait que le numérique pouvait être une réponse, encore fallait-il trouver le bon moyen de paiement, le bon tarif pour justement créer un écosystème qui peut être viable et intéressant pour les éditeurs et pour les lecteurs. Et c'est là que le vrai travail a commencé pendant 2 ans, puisqu'on a du coup travaillé sur ces problématiques de tarifs, de moyens de paiement, et on a du coup abouti à la solution qui sont les opérateurs téléphoniques, qui ont du coup, qui proposent des forfaits, des crédits SMS, et qui nous permettent ainsi d'avoir un moyen de paiement accessible. S'ensuit de là, du coup, une solution qui est du micro-paiement à la journée, ce qui peut paraître étonnant pour accéder à une bibliothèque numérique. Mais aujourd'hui, on est présent dans une dizaine de pays du continent africain. On a dépassé le 1 million d'abonnés en base dans ces 10 pays du continent africain grâce à ce modèle qui est du micro-paiement à la journée avec du crédit téléphonique. Alors, si on reprend l'exemple évoqué en tout début de matinée, pourquoi on n'est pas présent dans les aires d'autoroute, là, en fait, on ne voit pas YouScript dans les magasins, dans les endroits physiques, mais en tout cas, c'est par l'opérateur téléphonique. Comment avez-vous fait pour communiquer sur cette offre concrètement ? C'est un des grands enjeux, justement, de rendre visible la lecture en dehors aussi des circuits scolaires. On en parlait ce matin, la plupart des personnes aujourd'hui sur le continent africain, des jeunes ne lisent que dans ce contexte scolaire. Et notre volonté à nous a été de nous appuyer sur cette force des opérateurs qui sont très visibles. Quand vous allez à Abidjan, vous voyez des campagnes d'affichage, vous recevez des push SMS qui en Europe sont vécus parfois un peu comme du spam, le promo découvrez aujourd'hui moins 70% sur Mariono. Là-bas, c'est vraiment un outil de communication qui remplace la newsletter. Et donc, c'est vraiment un outil qu'on utilise beaucoup et on envoie du coup des push SMS à nos clients pour leur communiquer les sorties, les titres disponibles et promouvoir ainsi la lecture.
Et à la journée, ça veut dire qu'en fait, pour vous désabonner, vous envoyez un SMS stop au 9610 et en fait, ça s'arrête là. Tout à fait. L'expérience utilisateur a été pensée pour être la plus fluide possible et ça a été aussi évoqué, il faut que ce soit simple pour donner envie de lire et d'être aussi un acteur dans cette guerre de l'attention, puisqu'on le sait. Aujourd'hui, on est concurrencé par les médias, par les vidéos YouTube, etc. Donc, pour s'abonner, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Maroc, etc., il suffit d'envoyer un numéro, un SMS. Et pour se désabonner, on envoie un SMS également. Pour Sandra, les enjeux sont différents. C'est-à-dire que là, vous avez un gros concurrent, c'est l'anglais. Vous voulez vous implanter, mais surtout, en fait, on en parlait en préparant cette table ronde, je trouve ça très intéressant. Prendre la place, pas de souci, c'est que de l'eau. Prendre la place du libraire indépendant, qui est très bien implanté au Québec. Alors, comment faire pour prendre la place du libraire indépendant en numérique, puisque Nara est quand même une plateforme, qu'on ne va pas reparler du sujet CD, puisqu'en fait, voilà, on ne l'utilise pas non plus là-bas. Mais vous me disiez, pour vous, l'enjeu, justement, pareil, c'est l'accessibilité. Peut-être en étant présente dans des salons. Comment avez-vous envisagé justement cette accessibilité et cette implantation dans le marché québécois? Il y a plusieurs enjeux, plusieurs volets à votre question, mais en fait, d'abord, c'est ça. Je pense que comme dans le milieu audiovisuel, au Québec, comme ici, comme ailleurs, des modèles comme Netflix, des plateformes HBO et tout ça, c'est des contenus qui attirent le public. Puis, au Québec, bien que notre langue première soit le français, on est entouré d'anglais, puis on comprend très bien l'anglais dès le plus jeune âge pour la plupart de la population. Donc, avec du contenu de qualité qui est disponible sur les plateformes, il y a des enjeux nécessairement de représentation du français en culture de façon générale. Dans le livre, en fait, si l'offre de livres en français et de livres québécois, parce qu'on a parlé aussi tantôt des enjeux d'entendre une voix avec un accent qui n'est pas l'accent qu'on a nous-mêmes, il peut y avoir un certain décalage. Et donc, s'il y avait des dizaines de milliers de livres audio en français lus par des acteurs québécois, par exemple, je pense que le problème de l'anglais ne serait pas là. Mais le problème en ce moment, c'est qu'il y a des plateformes sur le marché avec des dizaines, voire même des centaines de milliers de titres en anglais. Sur Nara, on a on a tous les éditeurs québécois qui font du livre audio ont accepté de travailler avec nous. Donc, on a l'offre la plus grande possible de livres audio qui n'a pas été produit en exclusivité sur d'autres plateformes. Mais il y a un petit peu moins de 2000 livres audio québécois qui sont disponibles en ce moment. Donc, quand on pense qu'en 2018, on était à 70, 75, il y a eu un énorme bond grâce au financement, mais ça demeure quand même très petit. Puis, quelques mois après le lancement de Nara, ce qu'on voit, l'enjeu majeur, en fait, c'est que les gens peuvent déjà perdre de l'intérêt pour la plateforme, étant donné que l'offre est insuffisante pour l'instant. Donc, ça c'est un autre enjeu, mais nous, on travaille évidemment avec l'Association des éditeurs. On travaille aussi à sensibiliser notre gouvernement, à continuer de soutenir l'industrie parce qu'on a besoin évidemment de promouvoir les œuvres qui existent déjà, mais on a aussi besoin de continuer à produire, c'est très important. Par ailleurs, l'accueil est vraiment très, très favorable, justement, dans les salons du livre. On a fait le Salon du livre de Montréal, qui est le plus important, avec un stand où on avait un parcours avec des couvertures de livres audio sur les murs, environ 200 couvertures avec des codes QR qu'on pouvait scanner pour écouter les extraits sur place. On avait l'équipement pour ça et tout. Puis c'était magique de voir à quel point les gens, premièrement, au Québec, on fait beaucoup d'éducation sur qu'est-ce que c'est le livre audio, comment ça fonctionne, on en est encore là. Donc, c'était un potentiel de découvrabilité énorme et on a vu à quel point, en quelques années,
Je me rappelle quand on était au salon en 2021, on était sur un stand avec l'association des éditeurs aussi, puis on allait carrément pêcher des gens pour leur expliquer c'est quoi le livre audio, connaissez-vous ça, puis les gens se sentaient limite un peu attaqués, mais là c'est vraiment des gens qui venaient vers nous, puis je vais écouter des extraits, ça m'intéresse, voir une plateforme québécoise, c'était merveilleux pour nous qui commencions, mais après on a quand même des défis, comme je dis, relativement à l'offre avant tout. Des défis importants, parce qu'en fait, là, on parlait aussi du piratage, par exemple, au Madagascar. Vous, c'est même pas du piratage. Si vous allez sur Radio-Canada, vous pouvez tomber sur combien de titres, en fait, qui sont gratuits? Sur Radio-Canada, je ne sais pas le nombre de titres exact. C'est autour de peut-être 200, 300 titres qui peuvent être en rotation, parce que c'est des licences qui sont généralement entre 2 et 5 ans. Il y en a qui sont un petit peu plus longs. Donc, puis parfois, c'est non exclusif, mais en même temps, quand tu sais qu'il y a un livre audio qui est gratuit sur Radio-Canada, tu ne vas pas l'acheter sur une autre plateforme. Après, on ne le sait pas nécessairement. Si on se promène sur Nara, que le livre est aussi sur audio. Puis c'est, en fait, moi je le vois de deux façons. C'est une façon de découvrir le format. Parce qu'après, une offre de 200, 300 titres, bon, c'est assez limité, donc on peut être intéressé d'aller sur d'autres plateformes où il y a des milliers de titres. Mais c'est ça, ça reste quand même. Il y a beaucoup d'éditeurs québécois qui, même si cèdent les droits de quelques-unes de leurs œuvres, sont un peu en deux chaises finalement parce que ça contribue quand même à dévaloriser le format. Pourquoi on devrait payer pour un livre audio alors que sur Radio-Canada, c'est gratuit? Comment convaincre les gens finalement que le livre audio, c'est le format de la même... C'est un autre format de la même œuvre, mais il faut la payer quand même. Justement, le pari gagné chez Nextory avec son forfait horaire, ça a été aussi, surtout depuis le début, d'essayer, vous allez nous raconter ça Hélène, de garder cette valorisation du livre audio. Oui, tout à fait. Alors, on a ça à cœur depuis le début, même avant Nextory, puisqu'on travaille avec nos éditeurs partenaires sur les modèles économiques historiquement, vraiment depuis le début et sur tous les pivots qu'on a pu faire chez YouBooks avant de lancer ces nouvelles offres. Mais en effet, le fait de travailler avec un acteur suédois, ça nous a permis en fait de profiter de toute la data, de toutes les analyses qu'ils avaient pu faire sur les comportements de lecture, sur les coûts et les modèles économiques associés pour voir comment pouvoir mettre en place un modèle qui soit le plus vertueux possible. Alors, les offres qu'on a lancées, donc c'était en juillet de l'année dernière, on a un petit peu de recul maintenant, ce sont des offres qui permettent, en fait, dans un forfait entre 15 heures et 50 heures par mois, de pouvoir choisir autant de livres audio qu'on souhaite. Voilà. Mais on est limité en termes d'heures d'écoute. Voilà. Et donc, le principe des offres Nextory, c'est qu'on paye un forfait mensuel de 10 €, et puis si on veut un peu plus d'heures, ça fait jusqu'à 15 €. Et pour ce prix-là, on a accès à la fois aux e-books, aux magazines qui sont sur la plateforme, ça à volonté, et puis on a accès à autant de livres audio qu'on souhaite, mais dans la limite du forfait entre 15 heures et 50 heures par mois. Voilà. Et alors, donc, une des questions qu'on se posait, c'est est-ce que les lecteurs vont bien accueillir ces offres? Alors, nous, ce qu'on a pu constater, c'est juste après le lancement de ces offres, on a multiplié les ventes par 5, les ventes journalières par 5, et on a vu un succès incroyable parce que je pense qu'il y avait une frustration importante sur le modèle de crédit qui a été mis en place par le principal concurrent que tout le monde connaît sur le livre audio. Et cette frustration, c'était un livre par mois, finalement, si je me trompe, alors j'ai utilisé mon crédit et puis c'est perdu. Alors que ce principe de libérer finalement le choix dans un forfait en termes de nombre d'heures, ça du coup démultiplié la lecture sur les livres audio. La deuxième question qu'on pouvait se poser, c'était est-ce que ce sera rentable, intéressant pour les éditeurs? Et d'ailleurs, je salue au passage
les éditeurs qui nous ont accompagnés quand même sur cette nouvelle innovation, parce qu'ils nous accompagnent depuis le début sur toutes les innovations qu'on lance. Et là, c'était pas gagné, on pouvait quand même se poser des questions. Et donc, ils ont sauté ce pas. Et après, maintenant, un peu plus de 6 mois de recul, on peut dire que le pari est gagné de ce point de vue-là, puisque les revenus ont été démultipliés et nos partenaires sont très heureux d'être passés sur ces nouvelles offres. Donc, moi, je dirais que le bilan qu'on peut tirer, après plus de 6 mois de développement de ces offres sur le marché français, c'est que les lecteurs français attendaient ce type d'offre, de pouvoir avoir plus de liberté finalement dans le choix des livres audio. Et la deuxième chose, c'est que finalement, on est tous très contents puisque ça augmente la lecture et on a vu une augmentation du nombre d'heures passées sur les livres audio par rapport à tous les autres contenus sur la plateforme. Donc je pense qu'on peut dire que ces offres sont plutôt vertueuses en termes de développement du marché. Voilà. Et quel regard portez-vous justement sur cette... on ne va pas encore parler d'explosion, mais on va dire qu'il y a de plus en plus de distributeurs depuis 2-3 ans en France. Ça rend le marché plus concurrentiel. Comment, par rapport à l'expérience suédoise, vous voyez ça? Oui, alors ça rend le marché plus concurrentiel, mais le marché, il était en train de s'ouvrir. Aussi, on voit le marché de l'audio offre des taux de croissance à 2 chiffres depuis maintenant plusieurs années. On voit vraiment, nous, en tant que plateforme de streaming, puisqu'on est très présent sur 10 marchés en Europe, mais maintenant, notamment en France, on est beaucoup cru, et on a clairement une augmentation des usages qui s'accélère. Donc je pense ça a coïncidé aussi avec un tournant dans la maturité du marché lui-même. C'est-à-dire que je pense que vraiment l'usage est en train de s'accélérer, de se développer de manière accélérée. Alors évidemment, comme c'était beaucoup de travail de mettre en place cette innovation en termes d'offres, ça nous a pris un certain temps. Et puis dès que ça a été fait, les autres concurrents du Nord nous ont emboîté le pas. Donc, mais ça, c'est bien, c'est normal. Ça permet aussi d'augmenter encore le développement du marché, de rééquilibrer aussi les forces face à un acteur dominant qui a 90% de part de marché aujourd'hui sur l'audio. C'est important aussi, c'est sain pour un marché, pour les éditeurs comme pour les différents concurrents distributeurs. Je crois que c'est sain qu'il y ait un certain nombre de concurrents qui prennent leur place. Vous, Anne-Sophie, donc vous vous êtes lancée sur ce forfait. Vous avez aussi, si on continue de parler toujours d'accessibilité, essayé de vous adapter aussi aux besoins, on va dire, de vos audiolecteurs. Vous me racontiez en préparant la table ronde, vous êtes allé jusqu'à produire, on parlait accent tout à l'heure, donc c'est pour ça que je lui pose cette question. Vous êtes même allé jusqu'à la production d'un livre audio en accent sénégalais. Voilà, et ça a été un gros succès dans votre cas. Tout à fait. Aujourd'hui, nous, on propose pas le forfait, on est vraiment sur la partie accès libre à la bibliothèque, en partenariat avec les éditeurs qui nous suivent sur le continent africain, puisque c'est des modalités financières qui ne nous permettraient pas d'explorer ce type de modèle. Je fais écho aussi à ce qui s'est dit ce matin par rapport au marché malgache, qui est que le livre audio, le marché du livre audio se crée avec l'offre. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le continent africain, c'est qu'il n'y avait pas d'offre de livre audio facilement accessible. Donc il n'y avait pas de demande. On est les premiers à proposer un contenu en livre audio qui peut être accessible à des conditions financières et à un moyen de paiement abordable. Et donc ce qu'on constate depuis 2019, c'est effectivement une croissance du livre audio qui est quand même moins importante pour le moment que ce qu'on constate en France, ce qui est tout à fait normal puisqu'on crée la demande en proposant l'offre et que par conséquent on est encore en phase d'expérimentation. Ce qu'on remarque sur les usages, si on le compare par rapport à la France, c'est que par exemple, et ça fait écho également avec ce qui s'est dit ce matin, ce qui marche bien, c'est les thématiques de développement professionnel et personnel. Et que sur la littérature, pour le moment, c'est un peu plus balbutiant.
Et le pari qu'on a fait en 2020, c'était de se dire justement cette problématique de la francophonie, les différents Français qui sont visibles, notre audio-lectorat sénégalais qui écoute du français de métropole ou du français québécois, puisqu'on en a aussi sur la plateforme, mais qui ne se sent pas forcément appelé par ce français-là. Et donc on a fait un test qui a été de mettre à contribution nos lecteurs de l'époque pour qu'ils votent pour un titre livre, qu'ils souhaitaient voir transformé en livre audio. Et ça a très bien marché. On a eu énormément de retours de la part de nos lecteurs, ce qui nous a permis derrière d'avoir une première expérimentation en production locale au Sénégal, avec une voix sénégalaise, un éditeur du coup, qui était présent au Sénégal également. Et toutes les contraintes qui vont avec, puisqu'il n'y a pas bien sûr de studio de livre audio au Sénégal, vous vous en doutez. Donc on a dû s'adapter, ni de comédiens qui sont habitués à cet exercice-là non plus. Mais maintenant, on se rend compte que finalement, c'est ce titre qui est parmi les plus lus au Sénégal et dans les pays limitrophes. Donc on pourrait dire que cette première expérience a été un pari réussi et qui répond à cet enjeu de la présence des différentes langues. Parce qu'il y a également l'arabe qui peut être très demandé dans certains de nos pays comme le Maroc, l'anglais qui est également sur le Cameroun par exemple, et le français dans toute sa richesse francophone. Sandra, vous voulez réagir à cette expérimentation justement qui a été faite? Vous êtes encore dans une autre démarche mais sur l'accent, ça peut être peut-être une piste. Oui, définitivement. Puis je tiens juste à préciser que sur Nara, on a les titres québécois, mais on veut aussi avoir les titres de la francophonie, donc les titres européens également. Puis, je ne réponds pas du tout à votre question, mais c'est ça, je voulais juste je ne me vexe pas du tout. Dans le processus de création de la plateforme, on a aussi été mis en contact avec Olivier Carpentier de Boucle d'Oreille et aujourd'hui, Olivier est un partenaire de Nara et donc on travaille conjointement avec Boucle d'Oreille. Pour les éditeurs qui sont présents, ils sont probablement au courant, mais donc voilà, fermeture de la parenthèse. Au Québec, on a, je pense, pas nécessairement de prérequis d'appréhension face à des livres audio qu'on écouterait en français avec un accent de France. Je pense que quand c'est un auteur français, on veut entendre l'accent, pas nécessairement que ce soit lu par un acteur québécois. Par ailleurs, moi j'ai vu dans les débuts de la production de livres audio au Québec, des productions québécoises qui avaient été enregistrées avec des voix avec un accent français. Et ça a complètement brûlé le livre parce qu'il y avait tellement un décalage entre l'accent et l'histoire. Puis tu sais, quand on parle de dialogue ou c'est par exemple des gens qui ont un dialogue avec des expressions québécoises mais avec un accent français, donc il y a vraiment une dissonance. Et puis il y a certains de ces livres-là sur notre plateforme, mais malheureusement, on n'a vendu aucun exemplaire là, parce que tu entends l'extrait, puis automatiquement, non, tu passes à autre chose. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. Je pense que le casting, c'est la première chose à considérer, puis c'est une évidence. Puis j'ai l'impression qu'en 2023, ça ne se fera plus, ce genre de choses, mais il y a eu quand même des tentatives qui ont échoué dans ce genre-là. Puis c'est dommage parce qu'en fait, c'est des œuvres qu'on devrait refaire, qui ont un super beau potentiel, mais ce potentiel-là a été malheureusement brûlé, c'est peut-être un peu fort, mais ouais. J'ai une dernière question avant de vous donner la parole pour Hélène Mérillon sur la lecture en streaming. Vous avez parlé de la lecture numérique au tout début de votre intervention qui a vraiment percé en Suède. En France, c'est pas du tout le même marché, c'est pas du tout la même culture là-dessus, mais est-ce que vos camarades suédois se disent peut-être il y a des choses déjà à mettre en place en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel aussi de ce côté-là? Là, on ne va pas vraiment livre audio, mais par le biais justement de la lecture numérique. Oui, alors en fait,
chaque marché est spécifique. C'est pour ça que c'est agréable de faire partie d'un groupe européen. Ils comprennent complètement cette logique de spécificité de chaque marché. Et alors, ce qui est intéressant sur le marché suédois, c'est qu'il est très différent. Il est très différent. Alors, pourquoi la lecture audio s'est développée aussi vite et aussi massivement chez eux? Déjà, il faut savoir que tous les livres physiques en Suède étaient vendus historiquement avec une cassette. Donc, il y avait déjà cette logique d'écoute, en plus de la lecture sur livre papier. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau pour eux, finalement, d'écouter des livres. C'était déjà ancré dans leur pratique. La deuxième différence, c'est que Amazon n'était pas présent sur ces marchés qui étaient trop petits. Donc, des acteurs locaux se sont développés très vite et très fortement. Dans le sillage aussi de Spotify, qui a quand même inventé le streaming dans la musique, donc, qui est suédois. Donc c'est vrai que pour eux, c'était aussi naturel d'aller vers des modèles de streaming pour le livre, comme ils l'avaient fait pour la musique. Donc c'est ce qui explique aussi le développement beaucoup plus rapide de cet usage, notamment en Suède, mais aussi dans les pays scandinaves. Et par contre, la France, c'est un marché beaucoup plus grand, donc évidemment, on y voit un potentiel colossal, on voit bien l'accélération des usages, on voit bien que post-Covid, on bénéficie quand même de nouvelles pratiques, de nouvelles habitudes finalement de consommation sur tous les contenus digitaux. Donc, je dirais que le marché français, pour Nextory, c'est un de ces marchés de croissance stratégique, comme les grands marchés européens, sur lesquels on a à la fois un potentiel immédiat sur le marché français, mais aussi la capacité à se développer sur toute la francophonie, en effet, et à nous d'adapter nos modèles économiques. Comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il y a des enjeux d'adaptation du modèle économique. Avec Nextory, on l'a déjà fait sur les modèles d'abonnement en streaming, et c'est vrai que sur le continent africain, c'est encore autre chose et très spécifique. Nous, on mise aussi beaucoup sur les grands partenariats non seulement opérateurs télécoms, on est partenaire avec plus d'une dizaine d'opérateurs télécoms en Europe, mais aussi des acteurs comme par exemple Decathlon, avec qui on a développé un partenariat, parce qu'en faisant du sport, on peut écouter des livres audio. Moi, je crois beaucoup aussi à l'effet de réseau et de s'appuyer sur des grandes marques qui peuvent avoir finalement des logiques de consommation de livres audio. Et donc nous, on s'inscrit vraiment dans cette stratégie-là, de travailler en partenariat, non seulement avec les éditeurs, pour générer des revenus conséquents pour pouvoir continuer à créer des beaux contenus, mais aussi avec en ouvrant encore plus le marché. En ouvrant le marché grâce à des partenaires qui sont déjà très présents et implantés sur ces marchés. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions? Je suis juste en train de dire oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Alice Bobby, je suis gérante d'une maison d'édition indépendante et j'aimerais savoir si vous auriez des chiffres frais à nous partager sur la progression des alternatives aux GAFAM dans d'autres pays européens. Est-ce que dans, je ne sais pas, par exemple Nextory, si vous êtes présent en Espagne, en UK ou ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que finalement on arrive à rééquilibrer les marchés et en combien de temps? Ça m'intéresse au premier chef. Malheureusement, je ne dispose pas des chiffres d'Amazon ou de Audible. Je crois que personne. Moi, je dirais, dans les marchés vraiment du nord de l'Europe, Scandinavie, Hollande, des marchés qui étaient plus petits, historiquement, où Amazon ne s'est pas développé en premier, les acteurs locaux sont très largement dominants. Par contre, en effet, en Espagne, en France, en Allemagne, on connaît, alors personne ne connaît vraiment la part de marché, je pense qu'elle est entre 80 et 90% sur l'audio, 70% sur les digitaux, donc on est clairement dans
oui, une domination importante. Pour l'instant, comme la maturité, ces marchés sont quand même assez peu mûrs sur le livre audio encore par rapport au marché du Nord. Donc voilà, je dirais que c'est entre nos mains, c'est à nous de travailler ensemble pour équilibrer les forces, pour se développer. Donc les acteurs locaux, il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a au Québec. Donc à nous de passer par les autres partenaires locaux dont je parlais pour pouvoir se développer et rattraper un peu notre retard par rapport à Audible et Amazon. Bon, on ne va pas dépasser Audible ou Amazon demain, c'est certain. Donc Amazon est un partenaire incontournable, évidemment des éditeurs, ça on comprend très bien. Nous, on essaye d'apporter de l'innovation pour, sans être le plus gros, peut-être être le partenaire le plus innovant dans les services qu'on peut apporter à nos partenaires éditeurs. Donc on a développé notamment une approche sur les data, le marketing, la valeur ajoutée qui peut être apportée finalement à nos partenaires et justifier peut-être aussi d'avoir des conditions spécifiques dans certains cas et de pouvoir encore mieux concurrencer les acteurs déjà en place. Voilà, donc nous, notre approche chez Nextory, c'est vraiment de renforcer le partenariat qu'on a avec les éditeurs. Parce que ce qui compte, c'est le contenu. Donc évidemment, plus les contenus qu'on va pouvoir proposer à nos lecteurs sont attractifs, plus on va pouvoir concurrencer efficacement les grandes plateformes qui ont des moyens considérables. Je rajoute juste, parce que je suis espagnole par ailleurs, que effectivement ce que vous disiez par rapport à la place de l'édition indépendante est extrêmement importante en Espagne, qui est un pays largement dominé par Penguin Random House niveau éditorial, où le streaming dans les abonnements audibles est arrivé d'une manière très naturelle et sans aucune... en tout cas, la place des éditeurs, je pense, par rapport à ces questions-là, à la place du livre audio et à la place qu'ils peuvent prendre sur les abonnements, sur les forfaits, est déterminante. Et dans le cas du marché espagnol, il y avait, on va dire, pas trop d'opposition pour l'exprimer d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez d'autres, ou si vous voulez réagir, vous. Si vous avez d'autres questions. On va peut-être prendre une dernière question. Et ce que je vous propose, parce que ensuite on est rattrapé par le temps, c'est qu'on va avoir une séance de 14h à 15h de speed meeting avec des rendez-vous qui ont déjà été pris, mais aussi des rendez-vous qui peuvent s'improviser. Donc ça sera peut-être aussi un moment pour vous de poursuivre les échanges pendant ce temps dédié. Mais je vais passer la parole à Philippe. Oui, en fait, bref, j'ai 3 questions. Désolée, Cécile. Parce que le travail à l'international, au niveau francophone, quelle est l'étendue de vos catalogues? Est-ce que vous avez accès à toute l'édition française, par exemple? C'est la première question. La deuxième question, puisque vous travaillez aussi à l'international dans différents pays, comment avez-vous résolu la question des territorialités? Puisque vous n'avez pas nécessairement accès à tous les territoires pour tous les titres que vous distribuez ou que vous diffusez. Et troisième question, je suis désolé, mais quelle est encore la place de la librairie dans votre modèle économique? Parce qu'apparemment, même si vous travaillez par exemple avec Decathlon, etc., je crois très bien ce que la librairie vient encore faire là-dedans. Ma question est double. Est-ce que vous travaillez avec des libraires? Je sais que l'industrie va essayer en Afrique, mais je ne pense pas que ça se développe énormément. En tout cas, les libraires que je connais là-bas, c'est assez marginal. Mais la question est plus fondamentale, y a-t-il vraiment encore une place pour la librairie dans Sandra, on va peut-être réagir aussi à ça, sur la librairie. Vous voulez que je commence? Comme vous voulez. Alors, pour répondre peut-être à votre première question, donc Nextory a plus d'1 million de contenus sur sa plateforme, sur 10 marchés européens, différents, dont 300 000 audiobooks. Donc on voit le développement du catalogue des audiobooks dans les
pays du Nord, qui est vraiment, c'est complètement différent, en effet. Et en France, on a à peu près 10 000 audiobooks, c'est-à-dire la totalité du marché, à part les contenus originaux d'Audible, évidemment, sur un catalogue total de 250 000 titres. Donc, il faut qu'on travaille encore à développer des audiobooks. Et je pense que ça c'est très clair. Après, la gestion des droits sur les territorialités, c'est notre responsabilité. Nous, plateformes techniques, on doit savoir gérer ça. Ça fait partie du métier. Donc, on gère absolument les droits de distribution sur les territoires. Ça me semble bien évident. Et moi, je ne crois pas du tout que la librairie va disparaître. Je pense que la librairie a une place très importante. Mais je suis française, alors ça me paraît impossible de penser autrement. Parce qu'on a un réseau de libraires très développés, qui sont des gens géniaux, qui recommandent des bouquins de manière personnalisée, qui connaissent bien leurs lecteurs, etc. Et c'est un petit peu comme si, alors, si on se disait que finalement, parce que Netflix existe, on n'ira plus au cinéma. Vous voyez, moi, j'y crois pas. Je pense que le cinéma, c'est une autre expérience, et le libraire, c'est une autre expérience. Et bien entendu, je développe des discussions avec les libraires. Bien sûr, ce serait le premier réseau de distribution pour Nextory. C'est évident, d'autant plus qu'il y a un vrai enjeu de distribuer les livres audio en librairie. Pas d'offre véritablement, donc on peut jouer un rôle de plateforme qui permettrait finalement de créer cette offre distribuée en librairie. Nous, de notre côté, à la base de notre projet, on trouvait que, tantôt on parlait de Libro FM, nous, on était inspirés par cette plateforme-là parce que c'est une plateforme qui a été bâtie dans l'optique de recréer l'expérience d'une librairie indépendante de façon numérique. Puis la façon que ça fonctionne, peut-être que c'est un modèle que vous ne connaissez pas nécessairement, mais c'est que quand on achète un abonnement ou un livre audio à l'unité sur cette plateforme-là, on peut décider quel libraire on encourage. Donc, c'est un partenariat aux États-Unis qui fonctionne super bien, puis qui est la compétition officielle, je crois, de la plateforme qu'on connaît tous. Et nous, en fait, c'est ce qu'on aurait bien voulu faire au Québec à la base, parce que j'ai pas répondu à cette question-là tantôt, mais on parlait à quel point les librairies indépendantes sont fortes au Québec. Si on compare aux États-Unis ou au reste du Canada, on a une culture vraiment forte, justement, d'aller voir les libraires de quartier, puis d'encourager le local et tout ça, qui s'est accentué avec la pandémie aussi. Maintenant, nous, on a un réseau de libraires, donc avec une plateforme numérique qui s'appelle leslibraires.ca, qui permet des achats de livres papier sur le web, mais aussi du livre numérique et maintenant du livre audio. La plateforme n'est pas du tout adaptée au livre audio, comme Charles-André le mentionnait plus tôt. C'est la chose la plus importante avec le livre audio numérique, c'est d'avoir une interface qui permet l'écoute facile, d'avoir quelque chose qui nous permet de faire un achat rapidement aussi, parce que des fois c'est peut-être des achats un peu plus impulsifs, parce qu'on a justement un trajet à faire ou ce genre de choses-là. Et on a besoin d'avoir une plateforme numérique qui accompagne ces nouvelles façons-là d'accéder aux livres. Donc nous, avec Nara, c'est ce qu'on voulait créer. Puis malheureusement, le réseau libraire qu'on a au Québec n'était pas prêt à aller dans cette direction-là. Donc eux vendent des livres audio MP3 sur leur site, puis après on se débrouille avec comme on peut. Je pense pas que c'est comme ça que le marché se développe dans un petit marché comme nous. Donc il fallait emboîter le pas, il fallait créer cette plateforme-là. Et maintenant qu'elle existe, il y a un intérêt des librairies, du réseau des librairies indépendantes de se joindre un peu à l'initiative, mais là, c'est... Bon, l'autre difficulté, c'est comment on pourrait insérer ça dans notre modèle. Évidemment, d'avoir une place dans les librairies indépendantes, c'est d'avoir une super belle visibilité, mais comment on survit quand même en tant qu'entreprise avec un intervenant de plus dans la chaîne et tout ça. Moi, je me pose honnêtement votre question, est-ce que le libraire traditionnel est intéressé réellement par ce métier-là qui est
probablement du service à la clientèle, du service technique, d'une plateforme. Puis bon, j'imagine qu'il y a des intervenants qui peuvent aider les libraires dans ce sens-là, mais je pense que c'est aussi important de retourner la question aux libraires. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent faire aussi? Peut-être très rapidement aussi, du côté du Scribe, pour nous, effectivement, la librairie, surtout sur le continent africain, est un des maillons essentiels de la chaîne du livre. D'où notre réflexe aussi qui a été de voir si on ne pouvait pas créer des synergies ensemble. Après, les problématiques sont un peu différentes, surtout sur le livre audio, qui posait pas mal de questions, comme on l'a vu ce matin, sur des modèles à imaginer, des parcours à imaginer, QR code, pas QR code, comment le vendre en complémentarité avec l'offre physique, comment le vendre en complémentarité avec le livre. Donc tout ça est encore une grande interrogation en cours et à laquelle on cherche à trouver des solutions ensemble, et je pense que les rencontres justement seront l'occasion de poursuivre la discussion. Et pour ce qui est de toute la partie restriction territoriale, effectivement c'est le cœur de métier, comme on peut le voir en tant que plateforme numérique, d'assurer en fonction des territorialités et aussi en fonction des mœurs, qui est une des problématiques qu'on n'a peut-être pas forcément abordées, mais on ne va pas offrir en tant que YouScribe le même catalogue au Maroc qu'on ne l'offrirait au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, pour des problématiques de mœurs tout simplement, et d'adéquation aussi de valorisation des contenus en fonction des attentes des lecteurs. Merci beaucoup, je crois qu'on aurait pu encore échanger pendant 1 heure, mais nous sommes rattrapés par le planning.